Merci beaucoup pour l'organisation de cette belle JTO et puis merci en particulier à Camille pour l'organisation de cette table ronde. Et merci beaucoup à Hugo et à Lydie d'avoir posé les jalons théoriques parce que moi je ne vais pas du tout faire ça. Ça va me permettre du coup de vous raconter une histoire. Une histoire, il était une fois une petite fille qui demande à son miroir « Miroir, mon beau miroir, dis-moi miroir, suis-je belle ?» Alors le miroir calcule avec ses algorithmes les critères de beauté. Est-ce que c'est la symétrie des visages, les normes, les filtres Instagram, les fameux Fit Girls dont Hugo vient de nous parler, les Miss aussi. Et là, tout dépend de la réponse du miroir, mais surtout en fait de ce que la petite fille en fait, de ce qu'elle croit ou non. Le miroir peut dire oui, et elle le croit. Elle sourit, elle se sent légère, elle se sent bien dans sa peau, mais seulement pour un moment. Parce que le lendemain, elle repose la question. Le miroir peut aussi dire oui, mais elle ne le croit pas. La petite fille fronce les sourcils, elle regarde mieux, elle se rapproche. Non, ce n'est pas vrai. Elle voit ses défauts, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'on lui a déjà reproché, et elle se dit que le miroir se trompe, ou pire, qu'il ment. Le miroir dit non, et elle le croit. La petite fille baisse les yeux, elle soupire, parce qu'au fond, c'est ce qu'elle pensait déjà. Le miroir ne fait que confirmer ce qu'elle croit déjà d'elle-même. Et il reste une dernière possibilité. Le miroir dit non, mais elle ne le croit pas. Ah, vous croyez vraiment au conte de fées? Évidemment, en théorie, cela devrait exister, mais dans la réalité, cela n'arrive presque jamais. Parce qu'une personne qui s'aime vraiment ne demande pas ce genre de choses à un miroir, tout simplement. Et c'est souvent comme ça que fonctionne l'estime de soi. Nous ne voyons pas notre reflet tel qu'il est, nous voyons ce que nous croyons déjà. Cette petite fille ne regarde pas seulement son visage, elle regarde aussi tout ce qu'elle a entendu, les remarques à l'école, les moqueries, les comparaisons, les normes de beauté, les réseaux sociaux, et même parfois certaines remarques médicales. Petit à petit, toutes ces voix deviennent une seule et même voix, la sienne. Et à partir de là, la petite fille n'a même plus besoin du regard des autres. Elle le porte déjà à l'intérieur d'elle-même. Comme une autocritique permanente, elle devient son propre miroir et souvent son juge le plus sévère. Alors le thème de cette table ronde, c'est obésité et estime de soi entre corps qui change et regard social. Et effectivement, alors j'ai été beaucoup plus synthétique que Lydie, vous l'avez vu, mais... Et effectivement, l'estime de soi n'est pas un élément que l'on peut prendre isolément. Cela fait partie d'un tout, d'un système bien plus complexe. Alors, je suis partie de ce système-là qui est le mien, mais que je vous soumets, en fait, où on part d'un corps. On a le corps qu'on a, et évidemment, ce corps peut évoluer dans le temps. Et puis, c'est en partie sur ce corps qu'est basé le schéma corporel. Alors, le schéma corporel, qu'est-ce que c'est? C'est la perception anatomique de son propre corps et de son corps dans l'espace. Alors, c'est réel en général et sans jugement, mais ça reste une carte mentale qui peut être altérée. Toutes les personnes qui ont des lunettes dans la salle savent de quoi je parle. Pour les autres, on peut rappeler la douleur du membre fantôme, par exemple, ou l'héminégligence, qui sont deux pathologies qui se situent sur ce schéma corporel. Au-dessus, on peut retrouver du coup l'image de soi, la représentation mentale que l'on se fait de soi-même, donc qui peut être imaginaire et bien souvent assez mouvante. Et puis l'estime de soi qu'on va retrouver du coup plus ou moins au milieu, qui est la valeur qu'on s'attribue, qu'on se donne effectivement, où là on est sur le jugement, l'évaluation de soi-même. Et puis quand on va encore un petit peu au-dessus, on a parlé tout à l'heure du sentiment d'efficacité personnelle, de la confiance en soi, la croyance en ses capacités. Et c'est important de rappeler aussi la confiance en soi, que c'est la croyance non pas simplement en ce que je sais faire, mais la croyance aussi dans son potentiel. Donc quand je ne sais pas si je sais faire ou pas, la personne qui aura confiance en elle va oser et essayer de le faire. Et la personne qui n'a pas confiance en elle ne va pas du tout essayer. Et au-dessus, l'affirmation de soi, où là on est plus dans la relation à l'autre, oser exprimer ses besoins, ses limites, ses émotions, ses opinions, etc. Et vous voyez en fait que tous ces éléments-là sont évidemment interdépendants les uns des autres. C'est pas une obligation, c'est pas parce qu'on a un corps altéré qu'obligatoirement tout est foutu en l'air dans la pyramide, mais ils sont quand même de manière générale assez interdépendants et quel que soit l'ordre dans lequel vous le prenez. Et c'est aussi influencé par d'autres facteurs, notamment,
je parle des facteurs individuels là, influencés par les émotions et les hormones notamment, qui vont jouer aussi beaucoup sur cette pyramide. Donc quand on vit avec une obésité, cette mécanique, elle peut devenir particulièrement violente, parce que le corps est visible, commenté, jugé ou interprété. Avant même que la personne ne parle, avant même qu'on la connaisse, on croit déjà savoir quelque chose d'elle. On lui attribue des intentions, manque de volonté, paresse, laisser aller. C'est ce qu'on appelle la stigmatisation. La stigmatisation, c'est pas seulement être insulté ou moqué, c'est aussi être réduit à une caractéristique, ici le poids, et être jugé à travers elle. C'est supposer des choses sur une personne sans la connaître, son hygiène de vie, sa volonté, sa santé ou même sa personnalité. Et cette stigmatisation, elle est partout, dans la rue, dans les médias, dans les interactions sociales, etc. Et parfois aussi, malheureusement, dans les soins. Et ces jugements finissent aussi par être intégrés par la personne elle-même. Le corps donc devient blessé 2 fois, par le regard des autres et par les autocritiques incessantes que la personne s'inflige à elle-même. Et c'est là que se situe, à mon sens, l'un des grands enjeux dans l'accompagnement de l'obésité, finalement, aider les personnes à sortir du jugement permanent sur leur corps pour retrouver une valeur qui ne dépend pas uniquement de leur apparence ou bien qui dépendrait de la dépendance du regard extérieur, des biais cognitifs, biais de confirmation, de l'estime de soi, de l'autoconfirmation, des croyances ou encore du regard social. Ça, je crois qu'on va en parler aussi avec Muriel. Le corps devient alors le lieu où se cristallise la blessure narcissique et c'est le cercle vicieux, insatisfaction corporelle, honte, stress, isolement, évitement d'activité, comportement de compensation, baisse de l'estime de soi, etc., etc. Et plus l'estime de soi est fragilisée, plus le regard porté sur le corps devient dur. Mais cette blessure ne se construit pas dans le vide. Elle se construit dans un contexte culturel très particulier, Hugo nous en a parlé aussi. Nous vivons dans une société qui valorise énormément l'apparence physique et qui propose des modèles corporels extrêmement normés. Médias, publicités, réseaux sociaux, culture de la performance corporelle. Ce qui est intéressant, c'est que cet idéal n'a rien d'universel ni d'immuable. Dans certaines époques ou certaines cultures, les corps plus volumineux pouvaient être associés, je ne fais pas exprès, mais on le voit là, à la prospérité, à la fertilité ou à la réussite sociale. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, la minceur est devenue un marqueur moral autant qu'esthétique. Et en même temps, on envoie un message très paradoxal. Aimez-vous comme vous êtes, mais changez quand même un peu. On vit dans une société qui a créé des normes de beauté et qui reproche ensuite aux personnes de ne pas y correspondre. Car ces modèles créent un idéal presque toujours impossible à atteindre, pour la majorité en tout cas des individus. Or, il faut être clair. Déjà, ce n'est pas parce que l'on a un corps qui correspond à la norme que l'on se sent mieux. Le modèle que j'ai montré juste avant, il est aussi valable pour les personnes qui correspondent, entre guillemets, aux normes de beauté. Les complexes sont universels. C'est important de le rappeler. Et ensuite, on ne répare pas l'estime de soi en demandant à quelqu'un de transformer son corps. Ce n'est pas le corps qu'il faut corriger, c'est le regard social et le regard intérieur. Car dans les parcours des personnes en situation d'obésité, le corps ne reste pas toujours le même. Il peut changer, évoluer, et parfois de manière importante d'ailleurs. Et on pourrait penser que lorsque le poids diminue, après une prise en charge chirurgicale ou TMO, tout va s'améliorer. Mais en réalité, ce n'est pas si simple, parce que l'image de soi ne se transforme pas au même rythme que le corps. Difficulté à se reconnaître, sentiment d'étrangeté corporelle, excès de peau, cicatrices, transformation physique et regard des autres, tout cela change et parfois brutalement. Et d'ailleurs, ce qui est le plus déstabilisant, souvent, ce n'est pas forcément le corps en lui-même, d'ailleurs, on est souvent quand même bien préparé à ça, c'est le regard des autres qui change et qui va être encore plus déstabilisant. Des personnes deviennent plus aimables, plus attentives, simplement parce que le corps a changé. Et ça pose une question quand même assez violente. Finalement, est-ce que je mérite plus d'être respectée aujourd'hui qu'avant ? On peut changer de corps, sans jamais changer finalement de regard sur soi. Et quand une personne ne s'aime pas, elle a du mal aussi à croire que quelqu'un puisse l'aimer. Bon, alors pardon, je vais être obligée de... J'avais fini, je m'étais dit que ça allait aller jusque-là, mais non. Je vais quand même vous la laisser jusqu'à la fin, mais continue. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On demande souvent aux personnes concernées de travailler sur leur estime de soi. Ah ben voilà, hop, merci. Parfait.
de travailler sur leur estime de soi, de s'accepter davantage, on a parlé de ça, d'acceptation, de développer de la bienveillance envers elle-même. Et bien sûr, ce travail est essentiel, c'est ce que nous faisons, nous les psys, tous les jours avec nos patients. On va accompagner la personne dans la relation qu'elle entretient avec elle-même, quel que soit son poids, et y compris quand son corps change. Et on va travailler les pensées, les croyances, les représentations, et introduire petit à petit les notions de body neutrality, de bienveillance et d'autocompassion. C'est un exercice parmi tant d'autres que je vous montre ici. Mais je rappelle que l'estime de soi ne se construit jamais seule. Elle se construit dans le regard des autres. Et donc, il y a aussi une responsabilité collective à tout ça, notamment sur l'importance de l'environnement dans lequel on évolue, du regard des soignants, des mots employés, et donc de la non-stigmatisation. On peut et on doit tous agir. Dans le parcours de soins, le regard des professionnels est particulièrement déterminant parce que souvent, le vrai enjeu dans la relation soignant-soigné, c'est de permettre à une personne finalement de se regarder autrement et d'être regardée autrement. Un mot, une attitude, une manière d'aborder la question du poids peut soit renforcer la honte, soit au contraire restaurer la dignité. La beauté, l'humanité, la valeur ne se mesurent pas, elles se reconnaissent. Je fais des grands envolées lyriques. Revenons-en à notre petite fille. Cette petite fille devant son miroir. Cette petite fille, ce pourrait être beaucoup de personnes. Ce pourrait être moi, ce pourrait être Muriel, Lydie, Judith, Camille, ou même toi, Hugo. Le problème n'est finalement pas la réponse du miroir. Le vrai problème, c'est quand la petite fille finit par croire que ce miroir peut décider de sa valeur. Donc, 3 morales à cette histoire. La première, on n'a jamais besoin d'un prince charmant. Ça ne mange pas de pain, surtout s'il ne l'est pas. Deuxièmement, au diable les miroirs et les balances. Troisièmement, par contre, on a besoin, du coup, vous l'aurez compris, d'une société non stigmatisante. Parce qu'au fond, comme l'écrivait Oscar Wilde, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Dernier élément. J'ai volontairement raconté cette histoire au féminin parce que les femmes subissent encore plus fortement la pression du regard sur leur corps. Mais je n'oublie pas que les hommes aussi sont pris dans la tourmente de ces normes et de ces attentes sociales de manière différente. Je vais vous le prouver avec cette toute petite histoire bonus. J'ai le temps ? Je suis encore dans le temps ? Ouais, bon, d'accord. Parce que si on regarde l'histoire de l'art, les héros grecs que l'on imagine aujourd'hui comme des modèles de perfection physique étaient très musclés, mais ils avaient aussi, vous l'avez peut-être remarqué, des pénis plutôt petits. Et ce n'était pas une erreur des sculpteurs. À l'époque, l'idéal masculin valorisait la maîtrise de soi. Remets-toi, Margot. À l'époque, l'idéal masculin valorisait la maîtrise de soi, la raison, la capacité à dominer ses instincts. Un sexe trop imposant était plutôt associé du coup à l'animalité, à l'excès, parfois même au ridicule. Il était réservé du coup aux barbares. Autrement dit, même les standards de beauté que l'on croit évidents aujourd'hui sont en réalité des constructions culturelles qui changent selon les époques. C'est peut-être pour cela qu'il est si dangereux de laisser un miroir ou une norme sociale décider de notre valeur. Merci.